Il est 3 heures du matin, la maison est totalement plongée dans le silence, le corps est épuisé, vraiment profondément endormi, et soudain, bam, le cerveau déclenche une alarme interne d'une urgence absolue. Ah oui, le fameux réveil en sursaut au milieu de la nuit, on l'a tous connu. Ouais, c'est exactement ça. Le cœur s'accélère, les yeux s'ouvrent en grand, on pourrait croire qu'il y a un danger de mort, genre un prédateur dans la chambre, mais non, c'est simplement l'esprit qui vient de hurler qu'on a oublié d'acheter du lait. Ou alors qu'il faut absolument relancer le fournisseur pour le contrat T42, ouais. C'est une scène qui paraît totalement absurde quand on la décrit comme ça. C'est complètement irrationnel. Et pourtant, c'est quelque chose qui définit parfaitement le mal de notre époque. Donc, d'accord, décortiquons un peu tout ça. Notre exploration de ce livre fascinant sur l'organisation personnelle, elle se poursuit. Et je suis ravie d'être là pour cette étape, parce que c'est vraiment un moment charnière de notre analyse. Absolument. On attaque aujourd'hui une section absolument cruciale de l'ouvrage, celle qui décrit en fait l'émergence d'une pratique nouvelle pour faire face à une réalité complètement inédite. C'est ça, la donne a changé. Voilà, on a compilé les recherches de l'auteur, nos propres notes, et la mission de cette plongée aujourd'hui, c'est de comprendre un paradoxe massif. Pourquoi, alors que le confort matériel n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire, on baignait dans un niveau de stress et d'angoisse latente absolument sans précédent. Ce qui est fascinant ici, en se plongeant dans les sources et les données psychologiques qui sont présentées par l'auteur, c'est de réaliser que cette angoisse, c'est pas un simple trait de caractère. C'est pas une petite faiblesse passagère, quoi. Tu veux dire que c'est plus profond que juste être de nature stressée? Grave. C'est une réaction systémique. La mission de notre discussion, c'est vraiment d'aller au-delà du simple constat de ce stress quotidien. Il s'agit de comprendre la mécanique cognitive qui s'enraye. La machine qui casse de l'intérieur, en quelque sorte. Exactement. Et ultimement, le but, c'est d'extraire la méthode que l'auteur propose pour atteindre ce fameux état de fluidité parfait. Un état de performance maximale, mais sans aucune tension nerveuse. Et pour y parvenir, il suffit pas de changer d'agenda. Non, ce serait trop facile. C'est clair. Il faut d'abord disséquer la métamorphose de notre environnement quotidien, car c'est vraiment là que se trouve la racine du dysfonctionnement. Et c'est exactement le point de départ de cette section. La nature même de ce que l'on appelle le travail a subi une mutation totale. Autrefois, la définition était d'une simplicité limpide. C'était de la main-d'œuvre. De la main-d'œuvre pure et dure, ouais. Historiquement, le travail manuel, il avait des frontières physiques incontestables. Qu'il s'agisse de labourer un champ, d'usiner une pièce de métal à l'usine ou de charger des caisses, on voyait à l'œil nu quand la tâche était accomplie. Le résultat était tangible. Voilà, le champ était labouré ou il l'était pas. C'était binaire. Mais aujourd'hui, on est passé, pour reprendre l'expression de Peter Drucker, qui est citée dans le texte, à une économie du cerveau d'œuvre. Et là, les frontières physiques, elles s'évaporent totalement. C'est une transition historique majeure. Le drame du travailleur de la connaissance, donc de ce fameux cerveau d'œuvre, c'est que ces projets n'ont plus du tout de bords nets. Plus de ligne d'arrivée claire, quoi. C'est exactement ça. Si on prend des exemples hyper classiques d'aujourd'hui, genre améliorer la culture d'entreprise, concevoir une stratégie marketing, ou même sur un plan plus personnel, élever des enfants, il n'y a pas de ligne d'arrivée physique. C'est vrai que tu peux pas cocher la case éducation des enfants terminée. Bah non, tu peux jamais dire, voilà, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Il y a toujours une optimisation possible, toujours un article de plus à lire sur le sujet, toujours une nouvelle tendance à intégrer dans ta strate marketing. Donc, le cerveau tourne en boucle. Voilà. Par conséquent, la satisfaction physiologique, ce fameux relâchement cognitif qui survient quand un artisan pose son outil à la fin de la journée, ça n'arrive jamais. Le cerveau reste perpétuellement en état d'alerte. Mais attends, je me fais un peu l'avocat du diable ici. Nos grands-parents aussi géraient des choses complexes. Je veux dire, ils traversaient des crises économiques, des guerres, des sécheresses pour les agriculteurs. L'incertitude, elle n'est pas née avec l'an 2000. Non, c'est sûr. Alors, pourquoi est-ce qu'on prétend que cette absence de frontières, c'est un phénomène purement moderne et que notre cerveau est soudainement devenu incapable de gérer tout ça? C'est une excellente nuance. La différence fondamentale, elle réside pas dans la présence de l'incertitude en elle-même, mais vraiment dans la destruction de l'étanchéité des sphères de la vie. L'étanchéité, c'est-à-dire? Autrefois, la ferme, l'usine et le foyer, c'était des entités bien distinctes. Elles étaient souvent physiquement éloignées, ou du moins elles étaient délimitées par le rythme du soleil. Tu rentrais chez toi, le travail restait à l'usine. Ah oui, la fameuse coupure nette.
Exactement. Si on relie ça à une vision plus globale de notre époque, les technologies de communication, elles ont agi comme un solvant universel. Le smartphone, la mondialisation, tous ces réseaux interconnectés ont littéralement fusionné l'usine, le bureau, le cercle social et le foyer en un seul flux ininterrompu. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout se mélange dans la même petite boîte noire qu'on a dans la poche. C'est ça. L'information pertinente, voire vitale, elle peut surgir de n'importe où à n'importe quelle heure. On ramène littéralement le conseil d'administration dans le lit conjugal via un courriel qu'on lit à 23 heures. Ouais, la petite notification qui illumine la chambre. Exactement. Et à l'inverse, on gère les crises scolaires du petit dernier par SMS pendant une réunion hyper stratégique au bureau. L'esprit n'a plus aucun sas de décompression. C'est vertigineux quand on y pense. Donc, si je comprends bien, on navigue dans un océan sans aucun rivage. Et face à ça, les anciennes bouées de sauvetage, je veux dire nos vieilles méthodes d'organisation, elles coulent à pic. Elles sont complètement obsolètes, ouais. L'auteur explique d'ailleurs assez longuement pourquoi les outils classiques de gestion du temps sont devenus inopérants. Et là, j'avoue que ça bouscule un peu, parce qu'on a tous grandi avec l'idée de l'agenda hyper strict, tu sais, la fameuse liste des priorités avec des lettres de A à C. Ah, la méthode ABC, ouais, le grand classique. Et le livre détruit méthodiquement l'illusion de ces systèmes. Il n'y va pas de main morte. Non, pas du tout. Et pourquoi ces systèmes s'effondrent-ils? Tout simplement parce qu'ils ont été conçus pour des environnements prévisibles. Le système de priorité ABC, il suppose que la réalité va s'arrêter de bouger pendant que tu exécutes ta tâche A. Comme si le monde se mettait sur pause. C'est ça, mais dans la réalité du cerveau d'œuf qu'on vient de décrire, tu peux avoir défini une super tâche A le matin et, paf, à 10h14, un seul SMS de ton boss ou d'un client modifie toute la donne et rend urgente 5 nouvelles tâches totalement imprévisibles. Donc ton beau planning ABC, il part à la poubelle en 10 minutes. Exactement. Gérer un emploi du temps de manière aussi rigide face à un volume volatile de sollicitations, franchement, c'est comme essayer de peindre un tableau pendant un tremblement de terre. J'adore l'image, c'est tout à fait ça. Et c'est là que beaucoup de séminaires de développement personnel ou de management proposent le conseil classique genre « reconnectez-vous à vos valeurs, définissez votre grande vision de vie ». Oui, les grands discours inspirants. Comme si, par magie, avoir une vision à 10 ans allait alléger l'emploi du temps chaotique du mardi matin. C'est un des constats les plus ironiques de l'ouvrage, en fait. Se concentrer uniquement sur ses valeurs fondamentales ou sur sa grande vision à long terme, ça ne vide absolument pas la boîte de réception des mails. Les mails continuent de s'accumuler, vision ou pas vision. Pire que ça place la barre de l'exigence encore plus haut. On finit par se sentir encore plus coupable. On se dit, mince, j'ai cette grande vision philanthropique ou entrepreneuriale, mais je n'arrive même pas à classer mes factures ou à répondre à mes collaborateurs. Oh, la dissonance cognitive totale. Exactement. Le fardeau psychologique s'alourdit. Les anciens modèles créent une véritable crise de gestion personnelle parce qu'ils ignorent totalement la mécanique de base de la cognition humaine face à ce qui est inachevé. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pour comprendre cette crise cognitive, il faut plonger dans le concept central du livre, le vrai cœur du réacteur, ce que l'auteur appelle les boucles ouvertes. Les fameuses boucles ouvertes, oui. Il définit ça comme toute chose incomplète qui capte l'attention et qui n'est pas à sa place. Ça peut paraître inoffensif au premier abord. Une boucle ouverte, ça peut être un mail en attente, c'est l'idée fugitive de changer les pneus d'hiver de la voiture, ou c'est un grand projet de refonte d'un site web. C'est très vaste. Oui, tout est mis dans le même panier mental. Exactement. Et il faut analyser ce mécanisme sous l'angle de la psychologie cognitive. C'est ce que la science appelle l'effet Zeigarnik. L'effet Zeigarnik, ok. Ça consiste en quoi exactement ? Cet effet, qui a été découvert il y a plus d'un siècle d'ailleurs, il démontre que l'esprit humain retient beaucoup mieux les tâches inachevées ou interrompues que les tâches qui sont terminées. Le cerveau s'accroche à ce qui n'est pas fini. C'est ça. Le cerveau, c'est une formidable usine à générer des idées. C'est une machine incroyable pour résoudre des problèmes immédiats. Mais par contre, c'est un outil de stockage absolument épouvantable. Un très mauvais disque dur, en gros. Le pire, il n'a aucun sens du passé, aucun sens du futur et surtout aucun sens du timing approprié. Ce qui explique le fameux réveil à 3 heures du matin pour le lait dont on parlait au début. Bah oui, exactement. Le cerveau se dit pas « Tiens, il fait nuit, les magasins sont fermés, les caissiers dorment, je lui rappellerai ça demain à 8 heures quand il sera devant le supermarché. » Non, lui se dit juste alerte rouge, bim, tâche inachevée, bim. On lance le signal, maintenant, tout de suite. C'est d'une stupidité sans nom quand on y pense. C'est complètement contre-productif. C'est totalement inadapté à notre réalité moderne, ouais.
Dès qu'une chose n'est pas à sa place, dès qu'une décision n'a pas été prise concernant une obligation, aussi petite soit-elle, le cerveau va allouer une fraction de sa mémoire de travail pour garder cette boucle ouverte bien vivante. C'est un peu comme... C'est comme avoir 50 fenêtres ouvertes sur un navigateur web. Ah ouais, le truc qui fait ramer tout l'ordinateur. Voilà. Même si tu n'en regardes qu'une seule activement, les 49 autres consomment de la mémoire vive en arrière-plan. Ça ralentit la machine et ça finit inévitablement par faire planter le système. C'était une super métaphore. Ces boucles Von-Hertz, elles créent une fuite d'énergie cognitive permanente qui épuise l'individu bien avant qu'il n'ait réellement commencé à produire quoi que ce soit dans sa journée. Le stress profond ne vient pas de la quantité d'efforts physiques fournis, il vient du bruit de fond généré par toutes ces punaises mentales. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si notre environnement moderne, c'est un flux infini d'obligations sans frontières, que les outils de gestion d'hier sont obsolètes et que notre propre cerveau est un si mauvais système de classement qu'il se sabote lui-même, comment on peut espérer survivre à cette surcharge sans finir sous antidépresseur? C'est la grande question. Comment on retrouve la clarté là-dedans? Cela soulève une question hyper importante et l'auteur y répond en empruntant un modèle mental directement aux arts martiaux. C'est l'état d'esprit que l'on pourrait décrire comme l'eau d'un lac. L'eau d'un lac, ok. C'est poétique, mais concrètement. C'est une métaphore très puissante. Imaginons la surface parfaitement calme d'un bassin. Si tu y jettes un tout petit caillot, l'eau réagit, elle crée des ondes qui sont exactement proportionnelles à la masse et à la force de l'impact de ce petit caillot. Et puis ensuite, elle retrouve son calme naturel. D'accord. Elle gère l'événement et elle passe à autre chose. Voilà. Maintenant, si tu y jettes un énorme rocher, elle réagit proportionnellement avec une grande éclaboussure. C'est normal. Puis, elle revient au calme. Donc, elle ne surréagit pas au caillou et elle ne sous-réagit pas au rocher. Elle répond simplement aux lois de la physique. C'est exactement ça. L'eau ne se crispe pas avant l'impact du rocher en se disant « Mon Dieu, il va tomber !» Et elle ne garde pas rancune au petit caillou des heures après son passage. Contrairement à nous. Bah oui, dans notre esprit, c'est tout l'inverse qui se produit. Une simple remarque cinglante d'un collègue dans un couloir, ça peut provoquer une tempête mentale qui va durer 3 jours. Ça, c'est la surréaction. Ouais. Et à l'inverse, un projet gigantesque avec une échéance hyper cruelle peut, par pur déni psychologique, ne susciter aucune réaction chez nous jusqu'à la veille de la livraison. La fameuse nuit blanche étudiante pour rendre le mémoire. La sous-réaction totale jusqu'à la panique. Exactement. L'esprit humain sous-réagit et surréagit en permanence à cause de ces boucles ouvertes non gérées. L'objectif de la méthode, c'est d'atteindre cet état de disponibilité parfaite, sans friction, comme l'eau. Mais pour y arriver, l'auteur préconise une approche totalement à contre-courant de ce qu'on entend d'habitude. C'est une stratégie de bas en haut. D'accord, arrêtons-nous là-dessus un instant parce que ça va à l'encontre de la quasi-totalité de la littérature managériale classique. Complètement. L'approche de bas en haut, ça veut dire qu'au lieu de faire de la grande stratégie et de penser à ses valeurs, on commence par nettoyer les détails insignifiants du quotidien. On vide sa corbeille à papier, on classe ses stylos, on trie ses mails en attente. C'est ça. Mais là, je pose la question qui fâche. Est-ce que ce n'est pas, au fond, une énorme arnaque intellectuelle ? Je veux dire, est-ce que passer sa matinée à organiser des trombones et des reçus de taxi, ça revient pas tout simplement à fuir les vraies réflexions stratégiques? C'est de la procrastination de luxe, non? C'est la critique la plus fréquente et franchement, elle semble très intuitive. On s'est tous déjà dit qu'on rangeait notre bureau pour éviter de bosser sur un gros dossier. Exactement. Le bureau n'a jamais été aussi propre que la veille d'un gros rendu. Voilà. Pourtant, l'auteur démontre, avec des études cognitives à l'appui, que c'est exactement l'inverse. Croire que gérer le niveau trivial, les petites choses, c'est une perte de temps, c'est une erreur fatale d'évaluation de notre énergie mentale. Ah bon? Mais pourquoi ça? Parce que tant que les détails triviaux ne sont pas sous contrôle, ils occupent activement cette fameuse mémoire de travail dont on parlait. Clarifier ce flux incessant de petites choses, c'est ce qui libère précisément l'espace mental et la bande passante nécessaire pour pouvoir concevoir les réflexions ambitieuses. C'est ce paradoxe hyper étonnant en fait. Pour pouvoir penser comme un grand visionnaire et changer le monde, il faut d'abord régler le problème du chargeur de téléphone qui a un faux contact dans le salon. Absolument. Tenter de nager dans des projets d'envergure, de concevoir une stratégie à long terme ou d'avoir une réflexion philosophique profonde, sans avoir préalablement fermé les boucles ouvertes du quotidien, c'est décrit avec une analogie vraiment frappante dans le texte. C'est comme nager avec des vêtements de ski. Nager avec des vêtements de ski. Ah oui, le cauchemar. Hein. Ouais. On peut peut-être avancer un peu, on va faire quelques mètres, mais l'effort est titanique.
Chaque mouvement est alourdi par le tissu qui est gorgé d'eau, et cette eau, ce sont ces milliers de petites décisions qu'on a repoussées à plus tard. La résistance est épuisante. C'est étouffant. Enlever ses vêtements de ski, c'est gérer le niveau trivial pour retrouver la flottaison naturelle de l'esprit. J'adore cette image des vêtements de ski gorgés d'eau, c'est tellement palpable. On sent physiquement la lourdeur du truc, genre on coud à pic. Donc, l'enjeu, c'est de se déshabiller de ce poids. Et c'est là qu'on arrive à la mécanique pratique. Comment on traduit tout ça dans la vraie vie dans mon jour? C'est là que la méthode devient très concrète. L'auteur introduit ce concept vital, la définition de la, je cite, « prochaine action physique ». Parce que, spoiler alerte pour ceux qui nous écoutent, faire une simple to-do list avec des trucs à faire, ça ne marche pas. Non, ça marche pas du tout, parce que la plupart de ces fameuses to-do list classiques ne sont au final que des inventaires de souffrance. Des inventaires de souffrance, le terme est fort. Mais c'est vrai, ce sont des listes de problèmes, pas des listes d'actions. Pour que le cerveau accepte de fermer la boucle et de désactiver l'alarme, il suffit pas d'écrire un mot vague sur un bout de papier. Il a besoin de plus de clarté. Il faut prendre une décision immédiate, dès qu'une information entre dans notre radar. Et cette décision doit porter sur 2 points très précis. Premièrement, le résultat final souhaité, et deuxièmement, la toute première action physique, visible et concrète, requise pour faire avancer ce sujet. Donc, transformer une angoisse abstraite en un mouvement moteur réel. Exactement. Prenons un exemple pratique, parce que je trouve que ça change tout de le visualiser. Mettons qu'il y ait cette pensée qui tourne en boucle dans ma tête depuis une semaine. Genre, la voiture fait un drôle de bruit quand je freine. L'angoisse classique. Sur un carnet classique, sur ma to-do list de d'habitude, j'écrirais simplement « voiture ». Or, voiture, c'est pas une action. Mon cerveau lit « voiture » sur le papier et il se dit « oh là là, le moteur va exploser, ça va coûter une fortune chez le garagiste, on va tomber en panne sur l'autoroute sous la pluie ». C'est un pur générateur d'anxiété, ce mot. C'est clair. Le cerveau bloque parce qu'il sait pertinemment qu'il y a des choix complexes à faire derrière ce simple mot. Mais il refuse de les faire sur le moment. L'esprit rationnel sait que voiture englobe une complexité invisible. Plein de sous-tâches cachées. Voilà. Est-ce qu'il faut vérifier les papiers de la garantie ? Est-ce qu'il faut appeler un garagiste ? Mais lequel ? Celui du coin ou le concessionnaire ? Est-ce qu'il faut d'abord demander à un ami expert en mécanique de jeter un œil ? Ça fait beaucoup de questions en suspens. Et tant que cette réflexion n'a pas été menée à son terme, la boucle reste grande ouverte et elle pompe ton énergie en arrière-plan. Donc, la gymnastique mentale qu'on nous propose, ça consiste à forcer cette décision le plus tôt possible. On se pose et on se demande quel est le résultat attendu. C'est d'avoir une voiture réparée qui roule en sécurité. Ça, c'est la vision claire. Et ensuite, quelle est la toute première chose physique, le mouvement du corps nécessaire pour démarrer le processus. Ce n'est pas réparer la voiture, ça je sais pas faire. Non, l'action physique, c'est beaucoup plus granulaire. C'est, par exemple, appeler le garage Dupont au 01 23 45 67 89 ce mardi pendant ma pause déj. Et là, c'est un miracle, ce n'est plus une menace floue, c'est une consigne hyper simple et exécutable. N'importe qui peut le faire. Voilà, mon doigt peut composer un numéro sur un téléphone. Le niveau d'anxiété s'effondre littéralement. C'est d'une clarté libératrice quand on l'applique vraiment. Mais attention, il y a un piège redoutable que l'auteur souligne avec beaucoup d'insistance. Cette décision qu'on vient de prendre, cette prochaine action physique, elle ne doit en aucun cas être stockée dans ta tête. Il faut la sortir de là. C'est le pilier absolu de tout le système. Pour que l'esprit se relâche vraiment, à la manière de l'eau dans le lac dont on parlait, cette action doit être extraite du cerveau biologique et déposée dans un système externe. C'est ce qu'on appelle un cerveau externe. Et ce cerveau externe, il a intérêt à être infaillible, n'est-ce pas? Parce que si je gribouille ce super numéro de téléphone sur un vieux post-it volant que je perds le lendemain sous une pile de dossiers, mon cerveau biologique va vite s'en rendre compte. Ah oui, c'est tout le cœur du contrat de confiance cognitif. Le contrat de confiance, j'aime bien le terme. Le système de stockage externe, que ce soit une application hyper sophistiquée sur ton téléphone, un agenda numérique ou juste un simple cahier à spirale, peu importe l'outil, ça doit être un sanctuaire de confiance. Il doit être fiable et surtout, il doit être consulté de manière systématique et régulière. Sinon, ça sert à rien. Exactement. Si, à un quelconque niveau subconscient, ton esprit doute de ce système externe, s'il suspecte que tu ne vas jamais ouvrir ce cahier pour relire tes actions, le contrat est rompu. Et le cerveau reprend le contrôle. Immédiatement. Le cerveau reprendra instantanément le fardeau de la mémorisation, l'effet Zeigarnik va s'enclencher de nouveau, et le stress de 3 heures du matin reviendra au galop. L'extériorisation de la pensée dans un système fiable, c'est vraiment la seule voie vers la tranquillité.
C'est incroyable de voir comment des éléments en apparence si banals, comme écrire un truc sur une liste structurée, cachent une mécanique psychologique aussi profonde. Si l'on prend un peu de recul sur cette partie de notre analyse aujourd'hui, la conclusion, elle est vraiment contre-intuitive. C'est un vrai changement de paradigme. Ouais, on réalise que la liberté, la véritable créativité, la capacité à être pleinement présent à ce qu'on fait, que ce soit pour écrire une symphonie ou simplement pour jouer au Lego par terre avec ses enfants sans avoir l'esprit accaparé par un email en retard, tout ça ne s'obtient pas en fuyant le quotidien. Non, au contraire. Ça s'obtient en domptant l'inachevé avec une précision presque clinique et en extériorisant absolument tout ce qui encombre notre esprit. C'est une forme de respect profond pour sa propre architecture neuronale, en fait. Et cela nous amène à une réflexion finale, une véritable inversion de perspective que les recherches abordées ici suggèrent fortement. Je t'écoute. L'écrasante majorité de cette fatigue chronique dont on se plaint tous, tu sais, cet épuisement mental lourd que l'on ressent le vendredi soir en rentrant du bureau, Quand on a l'impression d'avoir couru un marathon. voilà. Et si cela n'avait finalement aucun rapport avec la quantité de travail physiquement accompli dans la semaine? Et si ce poids silencieux qui nous écrase n'était en réalité que le poids cumulé de toutes les décisions que l'on a refusé de prendre? C'est vertigineux de voir les choses comme ça. Exorbitant de notre procrastination face aux boucles ouvertes qui attendent désespérément qu'on leur donne enfin la forme d'une action physique. Une perspective qui change complètement notre rapport à la fatigue et à la productivité. Vraiment. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.